Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui donc pour ce cours, c'est la continuité de notre discussion sur le romantisme. Et je vais faire une petite révision de ce que nous avons vu dans le cours précédent, rapidement, juste pour vous rappeler le contenu de la discussion de la dernière fois. Donc, tout d'abord, nous avons discuté ce texte de Stendhal, de l'écrivain Stendhal, qui s'appelle Racine et Shakespeare. Et ce texte a été publié la première fois en 1823. Et peut-être le plus important que nous avons retenu, ou que nous avons à retenir de ce texte, c'est la dichotomie qu'il fait entre l'académicien et les romantiques. Et c'est le début de cette discussion ici, du premier chapitre. Il raconte un dialogue qu'il a écouté dans un théâtre dans Paris au XIXe siècle, à cette époque-là, et il reproduit ce dialogue, ou il fait semblant de reproduire ce dialogue, dans lequel un romantique défend des idées plus contemporaines, on peut dire comme ça, et l'académicien, c'est celui qui va défendre les idées classiques, plutôt classiques, du classicisme français. Donc, c'est cette dichotomie-là la plus importante. Et je vous rappelle, en fait, je reviens ici dans la table de matière du texte, et nous avons là, d'abord, ce premier chapitre-là, qui s'appelle Pour faire des tragédies qui puissent intéresser au public en 1823, faut-il suivre les errements de Racine ou ceux de Shakespeare? En fait, cette comparaison entre Racine et Shakespeare, c'est que Racine est un représentant du théâtre classique français, et Shakespeare, en fait, il va être un précurseur du romantisme. Raison pour laquelle il fait cette dichotomie, et parce que si on regarde Racine et Shakespeare, les deux ne sont plus contemporains au XIXe siècle. Mais la raison pour laquelle Stendhal fait cette dichotomie, c'est parce que Shakespeare sera un des auteurs élus par les romantiques comme des prédécesseurs, d'accord, ou des précurseurs. Et dans le chapitre 2, les rires, c'est important ici à retenir, il utilise de l'exemple de la comédie ou du rire pour montrer comment la comédie, le rire, l'humour a une validité temporelle historique. C'est-à-dire que si on rigolait des comédies de Molière 2 siècles avant, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, peut-être ces comédies de Molière ne sont plus aussi drôles qu'avant. C'est-à-dire qu'elles ont une validité historique, une validité temporelle. Raison pour laquelle, pour résumer, je reviens à la page du titre de Stendhal. Dans ce pamphlet de Stendhal, il va faire la dichotomie entre l'académicien, qui défend les idées du classicisme, et le romantique, qui est quelqu'un qui ne défend pas encore ce qui est le romantisme, parce que le romantisme en France est tout débutant à cette époque-là, mais plutôt une idée de contemporanéité. D'accord? Il faut comprendre dans ces pamphlets l'idée de romantique comme contemporain. C'est l'art du moment. Et ce sera important pour faire au moment où on verra ici la définition du romantisme de Charles Baudelaire, qu'il y aura cette idée de modernité, très proche de l'idée de contemporanéité. D'accord? Et passons donc à la révision du texte de la préface de Cromwell de Victor Hugo de 1827. Le plus important à retenir ici, c'est cette idée de l'introduction du grotesque comme un élément du beau artistique. D'accord? Je ne vais pas insister là-dessus,
mais c'est cette idée du grotesque qu'il faut retenir. Le plus important, c'est que pour Victor Hugo, dans la préface de Cromwell, le grotesque ne viendra pas substituer, il ne viendra pas remplacer le sublime, mais ils se cohabitent. Ils doivent venir ensemble pour donner l'un sens à l'autre. D'accord? Et ensuite, on passe ici au texte de Charles Baudelaire. C'est le Salon de 1846, dans lequel il y a ce petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que le romantisme ?» Et c'est un texte donc de 1846. Nous sommes plus ou moins 25 ans, 26 ans plus tard que le début de la naissance du romantisme, plus ou moins. Parce que aussi il faut dire qu'il y a la bataille de l'Hernani, c'est une bataille qu'il y a au théâtre au 19e siècle, pendant la mise en scène d'une pièce de Victor Hugo. C'est parce que Victor Hugo renouvelait le théâtre, les règles du théâtre. Il rompait avec les règles figées du théâtre classique. C'était la règle de l'unité de temps, l'unité d'espace et l'unité d'action. Et en fait, et aussi on peut dire que le théâtre classique, il était aussi figé au niveau du thème, du sujet des tragédies ou des comédies. C'est-à-dire que les tragédies, par exemple, ils avaient toujours les personnages des gens de la cour, les dieux, les grands personnages. Et ici, et normalement des sujets issus ou retirés de l'Antiquité classique, de la mythologie. Et ici, en fait, à partir du drame romantique introduit par Victor Hugo, on aura cette idée, la possibilité de choisir des thèmes à partir de l'histoire. D'accord? Et donc, il y aura une bataille, une bagarre, on va dire, pendant la mise en scène de cette pièce, Hernani, de Victor Hugo, qui va en quelque sorte définir la naissance du romantisme en France. Mais là, moi, pour notre cours, je considère la naissance, et ça, la mise en scène de cette pièce, c'est, si je ne me trompe pas, en 1830. Mais ici, je considère les débuts du romantisme à partir de la publication des méditations poétiques de Lamartine, dont on verra quelques exemples tout à l'heure. Et les méditations poétiques de Lamartine, d'Alfred de Lamartine, ont été publiées en 1820. Et donc, ce que je fais ici, c'est de vous montrer quelques définitions ou l'introduction de l'idée du romantisme pendant la naissance du mouvement. Donc, nous avons vu tout d'abord Stendhal en 1823, après la préface de Cromwell de 1827, et maintenant, je vous apporte ici une définition de Baudelaire, du poète Baudelaire, qui était aussi critique d'art, de romantisme. Mais Baudelaire, il écrit cette définition presque à la fin, ou on peut dire même après la fin officielle du mouvement romantisme, du romantisme en tant que mouvement. C'est-à-dire que pourquoi je fais cette gradation temporelle, c'est parce que on peut voir un approfondissement et une définition plus claire, plus précise du romantisme. D'accord? Et donc, je passe ici à la page suivante de ce texte de Baudelaire pour vous montrer, Baudelaire sera bien précis dans cette définition. Il dira ici, le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Ce sera important parce que je vais faire un recul dans le temps, après avoir présenté cette définition de Baudelaire, dans un texte du début du 19e siècle. D'accord? Et ce sera important à retenir cette idée de la manière de sentir, de la sensibilité romantique. Donc,
Ce qui définit pour Baudelaire le romantisme, ce n'est pas le choix des sujets, ni la vérité, une vérité exacte, mais plutôt une manière de sentir. D'accord? Et ça, c'est plus facile à dire au moment de Baudelaire parce qu'il a déjà un recul temporel, n'est-ce pas? Donc, il continue ici. Pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Donc, il y a deux informations importantes ici. La manière de sentir et le romantisme en tant qu'expression récente et la plus actuelle du beau. Et cette idée d'expression la plus récente et actuelle du beau, elle fait écho à la définition de Stendhal dans le texte à Racine et Shakespeare. La dichotomie entre l'académicien, le défenseur des classiques, et les romantiques défenseurs, évidemment, du romantisme. Et encore ici, tout en bas, Baudelaire dira qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimée par tous les moyens qui contiennent les arts. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, Baudelaire est un critique d'art formidable, comme un poète génial en même temps, et dans une phrase de 3 lignes, il est capable d'introduire plusieurs éléments, plusieurs aspects. Donc, il associe l'idée de romantisme à l'idée d'art moderne, donc cette idée de contemporanéité à son époque, comme je disais tout à l'heure, et il introduit l'idée de intimité et spiritualité, couleur, c'est-à-dire ici plutôt la couleur locale, l'aspiration vers l'infini. Donc j'explique un petit peu. Intimité, c'est-à-dire on va renforcer l'idée de poésie lyrique. D'accord? Le lyrisme en tant qu'expression de l'intimité, des sentiments les plus profonds, les plus intimes, les plus personnels. La spiritualité, c'est parce que nous avons déjà vu la poésie du XXe siècle, qui est une poésie plutôt du langage, qui met en évidence les langages. La poésie romantique, par contre, elle va mettre en relief la spiritualité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la poésie sera une sorte de religion, n'est-ce pas? Où la poésie sera le chemin vers la spiritualité. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, la couleur, c'est cet aspect plutôt local. L'aspiration vers l'infini, je vais en parler encore dans la suite à propos de Friedrich Schlegel, le poète allemand. Et c'est-à-dire que la poésie, même si le poème, c'est un fragment d'une sensibilité, de quelque chose que le poète a senti, cette sensation, ces sentiments, il va aspirer à l'infini. On essayera de proposer quelque chose d'absolu en tant que sentiment. D'accord? Et donc, en plus, romantisme et art moderne sont exprimés par tous les moyens qui contiennent les arts. C'est-à-dire que le romantisme n'est pas une expression seulement littéraire. Il est aussi présent dans la peinture, dans la musique, dans la philosophie et dans d'autres aspects de la vie moderne, la vie de Baudelaire, de sa période. Donc, voilà, je termine cette révision et je passe ici au fragment de Friedrich Schlegel. Et ici, c'est important, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ici, vous voyez ici tout à côté, entre parenthèses, les numéros 116. En fait, c'est le numéro de ce fragment de Friedrich Schlegel, ce poète allemand du passage du 18e au 19e siècle allemand. Et je profite, je passe un PDF à côté ici, juste pour vous expliquer un peu l'essence philosophique de la notion de fragment pour ces mouvements romantiques en Allemagne.
Et vous voyez ici, là j'utilise, je vous montre cet article-là, juste pour vous montrer. L'article s'appelle Friedrich Schlegel, vous voyez ici. La notion de poésie à l'époque de l'Athénéum. L'Athénéum, c'est la revue poétique publiée par Friedrich Schlegel et son frère Wilhelm Schlegel au début du 19e siècle en Allemagne. Et pourquoi c'est important d'apporter ces fragments ou l'image de Schlegel pour la poésie romantique française? Parce que d'une certaine façon, Schlegel produit ou fournit la base philosophique spirituelle de la poésie romantique qui arrivera en France, surtout avec les poètes, le poète du génie du christianisme, Chateaubriand, et aussi avec Madame de Staël, dont on va parler tout à l'heure. Donc, j'avance ici, tout un petit peu. Voilà. Et nous avons ici une explication dans cet article de l'idée de fragment. Voilà, c'est bien comme ça. Et cette idée de fragment, pardon, je peux voir que le texte est couvert par la caméra. Je m'excuse si je le fais tout à l'heure. Donc nous avons ici voilà l'explication de la notion de fragment. Je descends un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc nous avons ici la notion, l'idée de juste l'entrée, la notion de fragment. Donc elle dira ici: la notion de fragment sert également à introduire un nouveau type d'expression poétique, fragmentaire, non dans sa forme, car selon une des formules par lesquelles le fragment se définit lui-même, ce dernier est clos sur lui-même comme un hérisson. Hérisson, c'est un petit animal, mammifère, une espèce de porc-espine. Et comme il se renferme comme un petit ballon, on dit clos sur lui-même comme un hérisson. C'est une image utilisée. Et je reviens donc ici au texte. Donc, la notion de fragment sert également à introduire un nouveau type d'expression poétique, parce que l'idée des fragments considère la dimension fragmentaire de la pensée humaine, de la sensation humaine, de l'existence humaine. D'accord? C'est-à-dire que même si on s'inspire de l'absolu, notre condition humaine ne nous réserve qu'un aspect fragmentaire. Et le fragment philosophique ou poétique, il reproduit plus ou moins cette idée. Il nous donne une idée ou une représentation de cette condition fragmentaire de l'existence humaine. Donc, je continue ici. Fragmentaire, non dans sa forme, qui est fragmentaire, qui est petit, qui n'a pas un début, il n'y a pas une fin, c'est juste un morceau, selon des formules par lesquelles le fragment se définit lui-même, ce dernier est clos sur lui-même comme un hérisson. Mais parce que son propos, le propos du fragment, appelle l'écho, les compléments, la contradiction. C'est-à-dire, les fragments poétiques ou les fragments philosophiques, il va nous appeler à faire écho, à complémenter cette pensée ou cette réflexion, à contredire cette réflexion. Et je continue ici. Et qu'il est donc ouvert intérieurement, ne serait-ce que dans la mesure où il tend nécessairement, sans y parvenir, vers une formulation directe de l'infini. Donc, cette aspiration vers l'infini du fragment viendra à partir de ces idées
d'échos, des compléments, des contradictions. C'est-à-dire, c'est une parcelle, un morceau de réflexion, mais qui génère d'autres réflexions, qui nous fait penser à d'autres choses. D'accord? Donc, voilà l'explication de cet article. J'utilise ici l'article de Alain Uzel. Et je vais laisser ici parce qu'on va en revenir plus tard. Donc, voilà. Ici, juste pour vous situer, je vous montre. Là, j'utilise le livre L'Absolu littéraire, présenté et organisé par Philippe Lacoulaba et Jean-Luc Nancy, deux chercheurs et philosophes français. Et donc, le sous-titre, c'est Théorie de la littérature du romantisme allemand. Donc, on revient ici au fragment 116 de Friedrich Schlegel, dans lequel il dira il aura une définition assez importante, philosophique et spirituelle de la poésie romantique. Donc, la poésie romantique est une poésie universelle, progressive. C'est-à-dire que cette poésie romantique, il faut la penser, la considérer au sens large historique. Elle est progressive parce qu'elle évolue selon l'évolution humaine. D'accord? Et universelle parce qu'elle parle des sentiments tout à fait universels, communs à tout le monde. Elle n'est pas seulement destinée à réunir tous les genres séparés de la poésie et à faire se toucher poésie, philosophie et rhétorique. Donc, ici, c'est quelque chose de très important de la base philosophique du romantisme, mais qui aura de retomber aussi sur la préface de Cromwell de Victor Hugo. Quand il dit, Schlegel dit ici, la poésie romantique n'est pas seulement destinée à réunir tous les genres séparés de poésie, de la poésie. C'est parce que ici, ce qu'il dit, c'est dans le romantisme, on va éviter la séparation des genres, comme la tragédie parle de la destinée, la comédie et les personnages sont des grands personnages. La comédie parle des gens comme nous. L'épopée, c'est un récit grandiose, narratif, en vers. La poésie lyrique parle des sentiments personnels. Donc, cette séparation des genres, théâtre, roman et poésie, elle sera évitée ou même abolie par la poésie romantique. En quelque sorte, pas de manière radicale, mais il y a une envie d'abolir cette séparation très stricte des genres littéraires. Donc, en plus, à éviter cette séparation ou à promouvoir la réunion de tous les genres séparés de la poésie romantique aussi est à faire se toucher poésie, philosophie et rhétorique. Donc, poésie dans un sens très large, c'est-à-dire que la poésie ici, ce n'est pas seulement l'art de l'écriture, mais plutôt la sensibilité, la sensation, la manière de sentir, comme nous avons vu avec Baudelaire. Philosophie, parce que c'est au niveau de la réflexion aussi, humaine, de la condition humaine, du paysage, etc. Et la rhétorique, parce que c'est important aussi, la manière de dire. D'accord? Donc, poésie en tant que sensation, philosophie au niveau de la réflexion, et rhétorique, la façon d'exprimer la philosophie ou la poésie. On continue encore un petit peu. Elle veut, la poésie romantique, et doit aussi tantôt mêler et tantôt fondre ensemble poésie et prose, génialité et critique, poésie d'art et poésie naturelle. Et j'explique. Donc, ici, poésie et prose, c'est clair. Génialité et critique, c'est-à-dire la génialité du poète, de l'écrivain, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'inspiration. La critique, c'est déjà la distanciation
du poète face à ce qu'il écrit, et donc il devient capable de réfléchir sur soi-même. Poésie d'art et poésie naturelle, ça fait une opposition entre la poésie qui est artifice et la poésie qui est naturelle. Un exemple de poésie naturelle, c'est la beauté de la nature. Si on regarde une montagne ou quelque chose comme ça, un fleuve, c'est la poésie naturelle. Et rendre la poésie vivante et sociale, la société et la vie poétique, poétiser le vide, je vais vous expliquer ce qui est le vide, remplir et saturer les formes de l'art de toute espèce de substances natives des cultures et les animer des pulsations de l'humour. Et je passe donc à côté pour vous expliquer avec Alain ici ce qui est le vide. Pardon. Je fais attention ici pour ne pas mettre la caméra devant le texte. Donc, selon Alain, ici, dans son article, Schlegel et la notion de poésie, le Witz c'est un mot allemand, c'est l'incarnation du principe de l'analogie. Et cette faculté de l'esprit ici comme capacité intellectuelle et pas spirituelle, donc le Witz, incarnation du principe d'analogie, est cette faculté de l'esprit qui permet de découvrir en un éclair de la pensée les ressemblances jusqu'alors restées secrètes entre deux choses éloignées. Vous voyez que cette idée du vide ici ressemble bien le concept d'image de Pierre Reverdy que nous avons utilisé pour parler de la poésie Dada, de la poésie surréaliste aussi. Cette idée de choses éloignées, de deux choses éloignées. Et ici, mais par contre, ici, il y a une chose différente. Parce que le vide est cette faculté de l'esprit qui permet de découvrir à partir ou à travers un éclair de la pensée les ressemblances jusqu'alors restées secrètes. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dimension spirituelle dans la poésie romantique, c'est-à-dire que le poète sera capable de rendre évident des ressemblances secrètes qui existent dans la nature, dans le monde, que nous ne sommes pas capables de voir. D'accord? Donc, justement pour vous montrer cette capacité de révélation de la poésie romantique qui commence ou qui se renforce, qui devient plus forte dans la poésie romantique, un des aspects, c'est cette capacité du poète à rendre visible des ressemblances restées jusqu'alors secrètes. Et Alain continue ici. Le Witz est un instrument à la fois de la connaissance, à la fois de connaissance et de composition. Connaissance, capacité intellectuelle de retenir des informations et des compositions, de le mettre ensemble. Non seulement il procède par rapprochement intuitif qui ont valeur d'évidence et permet de rendre compte d'un monde conçu comme un ensemble complexe, sous-tendu par un réseau secret de relations, de reflets et de correspondances, grâce auquel tout se révèle relié à tout, garantissant donc à la fois la richesse et l'unité profonde de l'univers. C'est-à-dire, il y a des informations ou des secrets cachés dans l'univers, dans le monde, et c'est la poésie qui nous fait les voir. D'accord? Il y a un sens mystique dans cette conception de poésie, c'est vrai. D'accord? Et je continue ici, mais il devient aussi les grands principes des constructions de l'œuvre poétique, ne serait-ce que parce que la structure du monde qu'il met à jour est déjà comparable à celle d'un livre que le poète déchiffre par la force de son intuition.
D'accord? Et je vais profiter pour vous donner un exemple plus clair de cette relation secrète de la nature. Et donc, nous avons ici le livre Les fleurs du mal. Et je vais à la table de matière ici. Voilà. Probablement, si vous avez fait le cours de panorama avec moi, vous connaissez déjà ce poème de Baudelaire. Donc le poème est tout projeté ici. Je vais le lire, mais je ne vais pas l'expliquer de façon détaillée. D'accord? Correspondance. La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les aubois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Donc, ce poème, c'est un poème à lire et relire avec attention, parce qu'il y a dans ce poème toute une théorie de la correspondance. La correspondance que nous venons de voir dans la définition de poésie romantique de Schlegel, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici cette idée de la nature comme un temple qui laisse sortir des confuses paroles, c'est-à-dire que la nature nous parle, mais ce qu'elle nous dit, ce sont des confuses paroles. On n'est pas capable de comprendre facilement. L'homme, il passe par cette forêt qui est la nature, à travers des forêts, des symboles qu'il observe avec des regards familiers. Donc, ce que la nature nous dit, elle le dit sous la façon des symboles. Donc, il faut déchiffrer ce qui est caché dans ces informations transmises par la nature. Et la deuxième strophe ici, comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Donc il y a dans tout ce qui est confus, dans cette multitude d'informations transmises par la nature, une profonde unité, mais cette unité est aussi ténébreuse parce qu'on ne la connaît pas, on n'est pas capable de la déchiffrer avec aisance, avec facilité. Et vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Ici, nous avons un principe de synesthésie, c'est-à-dire que l'introduction de la synesthésie qu'on pourra voir dans la strophe suivante. Par exemple, doux comme les hautbois. Hautbois, c'est un instrument musical et doux, c'est une sensation du toucher. Donc, on dit qu'un instrument ou le son d'un instrument est doux. C'est-à-dire qu'on utilise, pour expliquer le son de cet instrument, une idée qui vient du toucher. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est la relation existante entre la relation secrète, cachée, entre les parfums, les couleurs et les sons. Ici, quand on dit se répondent, c'est-à-dire ils sont en relation, ils se relationnent. D'accord? Donc ici, je vous montre un poème de Baudelaire qui suit ou qui donne forme à cette idée du vide, comme nous avons vu tout à l'heure, de cette relation entre les choses, cette façon du poète de faire voir, de montrer les relations entre des choses de la nature qui sont secrètes.
Et ce poème sera important aussi à la fin du semestre parce qu'il va fonder aussi le mouvement suivant qui est le symbolisme. D'accord? Donc, je reviens au texte de Schlegel avant de finir. Voilà, on n'a pas besoin de tout lire. Et nous avons ici donc, je vérifie, ouais. Voilà. La poésie romantique est parmi les arts ce que le Witz est à la philosophie. C'est-à-dire, il fait ce parallèle entre la poésie romantique qui utilise des arts pour montrer ses relations cachées dans la nature et le Witz en tant que ressource ou stratégie philosophique pour, comme je reviens ici à côté, cette idée, le Witz comme incarnation du principe de l'analogie qui fait ses analogies au niveau de la pensée, au niveau philosophique. Donc, je reviens au texte de Schlegel. Voilà, donc la poésie romantique est parmi les arts. Donc, la poésie romantique s'utilise des arts pour montrer ces relations entre les choses comme le Witz le fait dans la philosophie. Et un peu plus en bas ici, c'est son essence, le genre poétique romantique, c'est son essence propre de ne pouvoir qu'éternellement devenir, à jamais s'accomplir. Donc, souvenons la définition de fragment nous venons de voir dans l'article de Galin. Donc, cette idée à l'essence de la poésie, elle est un éternel devenir, mais jamais s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une envie de devenir quelque chose, de devenir éternel, de devenir infini, de devenir absolu, mais cela ne sera jamais accompli. Cela ne deviendra jamais un résultat de l'infini ou l'expression de l'infini. D'accord? C'est, comme je disais tout à l'heure, une constatation de cette idée du fragment. Il y a l'envie à l'infini, à l'éternel, à l'absolu, mais ça montre toujours la constatation de la condition humaine, qui est mortelle et finie, qui n'est pas infinie, qui est finie. Et pour finir la discussion sur Schlegel, nous avons donc ici, elle seule est infinie, la poésie romantique, comme elle seule est libre. Et elle reconnaît pour première loi que l'arbitraire du poète ne souffre aucune loi qui le domine. Ici, on parle du génie littéraire. Le génie littéraire, c'est quelque chose qui naît avec le romantisme, et c'est cette idée de l'inspiration du génie poétique, du génie littéraire, du génie philosophique. C'est celui qui est capable de créer à partir de soi-même. Donc, la source de l'inspiration vient de soi-même. L'inspiration ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'amour, ne vient pas de l'extérieur. Donc, cette poésie romantique, comme elle est une poésie sentimentale qui parle des sentiments, elle est libre et elle reconnaît pour la première fois que l'arbitraire du poète ne souffre, c'est-à-dire le libre arbitre du poète ne souffre aucune loi qui le domine, c'est-à-dire on est libre pour écrire ce qu'on veut, de s'inspirer de ce qu'on veut. D'accord? Donc, je termine là cette longue explication en utilisant des textes de l'époque du 19e siècle.
je vais dire des textes de poètes eux-mêmes ou de philosophes. Et je passe ici, voilà, à ce texte de Gustave Lanson. Et je reviens, ou je recule, pardon, je recule ici à la couverture du livre pour vous montrer le livre que j'utilise. Donc c'est l'histoire de la littérature française. Je m'excuse parce qu'il y a un petit bruit au couloir. On fait des nettoyages. Donc ce livre de Gustave Lanson est un critique littéraire qui développe cette idée de l'histoire littéraire d'une façon scientifique et il développe l'idée de l'histoire de la littérature en tant que cause et conséquence. C'est-à-dire, quand on fait une histoire littéraire, il faut établir la connexion entre l'écrivain précédent et l'écrivain suivant, ou l'œuvre de l'un avec l'œuvre suivante. C'est-à-dire que l'histoire littéraire ou un ouvrage d'histoire littéraire, ce n'est pas seulement une liste de noms d'auteurs et des œuvres. D'accord? Donc, pourquoi je l'utilise? C'est parce que et ce livre est publié à la fin du 19e siècle, donc presque un siècle après les débuts du romantisme. Et j'aime bien sa définition de romantisme. Donc, pardon, voilà, il nous demande ici qu'est-ce que le romantisme, et il répond, le romantisme est une littérature où domine le lyrisme. Et ensuite, il explique que le lyrisme est d'abord l'expansion de l'individualisme. Et donc, pour le romantisme, c'est important cette idée de expression des sentiments, expression de la libre pensée. Donc, on met en avant l'individu, n'est-ce pas? Et donc, il continue ici, le lyrisme est d'abord l'expansion de l'individualisme, mais l'individualisme qu'il demande ici, c'est plutôt l'individualisme à partir des phénomènes de notre sensibilité. Et il explique quels sont les phénomènes de la sensibilité qui intéressent au romantisme. Il dira ici, ce sont des sentiments d'amour et d'espérance, de haine et de désespérance, d'enthousiasme et de mélancolie. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement des sentiments édifiants, des sentiments positifs, des bons sentiments. Ce sont des sentiments négatifs aussi, comme la haine, la désespérance et la mélancolie. D'accord? Il continue, ou bien des sensations. Mais parmi les sensations, parce qu'il y a cette différence, il faut faire cette distinction entre sentiment et sensation, n'est-ce pas? Sentiment en tant que, on va dire, produit de l'esprit, et sensation en tant que physique, corporelle. D'accord? Et parmi nos sensations, les unes sont représentatives de l'univers et sont les matériaux avec lesquels nous construisons le monde extérieur dont nous portons en nous l'image. Et donc, ce qu'il va se tenir ou se concentrer sur, c'est plutôt les sentiments et pas tant que ça les sensations. Et donc, pour les romantiques, ils s'attacheront à rendre leurs affections intimes et leurs impressions de la nature. Et leur lyrisme sera sentimental et pittoresque dans ce sens-là. D'accord? Donc, ce sont les phénomènes de l'esprit, des sensations, des sentiments qui seront objets de la poésie romantique. Et pour finir, ici, voilà, les romantismes, et c'est là sa grandeur, dira Gustave Lanson, est tout traversé des frissons métaphysiques. Donc, ici, c'est important parce que cette idée des frissons métaphysiques dans la poésie, ça renvoie au fragment de Schlegel
de la poésie progressive, universelle et du Witz, ce mot allemand que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est une poésie qui sera en même temps philosophique, n'est-ce pas? Et ensuite, de là, le caractère éminent de son lyrisme qui, dans l'expansion sentimentale et dans les tableaux pittoresques, nous propose des méditations ou des symboles de l'universel ou de l'inconnaissable. Donc, cette poésie ou ce côté métaphysique de la poésie romantique, elle va faire l'expansion sentimentale, c'est-à-dire on va projeter au maximum les sentiments, aussi des tableaux pittoresques, c'est-à-dire la peinture dans la poésie, évidemment, la peinture de la nature, d'un paysage, souvent représentant plus ou moins les sentiments du poète. Et nous proposons des méditations, nous propose ces frissons métaphysiques, nous proposent des méditations, c'est-à-dire des réflexions sur la vie, sur l'amour, sur l'existence, sur la mort, ou des symboles universels comme la synesthésie apportée par Baudelaire, ou sinon de l'inconnaissable. En tant que poésie métaphysique, on peut parler aussi de quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Je termine là cette exposition théorique, en quelque sorte, et historique du romantisme. Je vais faire une pause et je reviens avec des exemples de poèmes pour qu'on les lise et on les discute. D'accord? Merci.